Une campagne contre l'esclavage sexuel et pour la protection des enfants nés des conflits armés, c'est pour bientôt en RDC. L'initiative est du ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les détails dans un instant. Anne Sika, religieuse et médecin formée à l'université de Kinshasa, la seule femme cardiologue, est aussi la première femme médecin de sa congrégation. Son portrait sera présenté dans ce journal avec Guy Matundu. Jean de Dieu Désiré Pangatita, le coordonnateur national du PDD-RCS, était hier aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et ce dans le cadre de briefing presse en toile de fond, les enjeux et réalisations du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur la nationale. Focus sur les enjeux et réalisations du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Toile de fond du résumé briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Kateboué, avec à ses côtés le coordonnateur national du PDD-RCS, Jean de Dieu Désiré Pangatita. Le récit est de Jacques Kaboba. C'est face à face avec la presse à porter sur les thèmes focus sur les enjeux et les réalisations du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. D'entrée de jeu, Jean de Dieu Désiré Pangatita a expliqué les missions, les fonctionnements et les objectifs de sa structure. Revenant sur ces réalisations, il a noté que depuis 2025 jusqu'à février 2026, le PDD-RCS a démobilisé et réinséré près de 5000 ex-combattants pratiquement dans 6 provinces de la République démocratique du Congo. Dans la province de l'Ituri, on a 1546 et dans le Nord Kivu, il y a 838 démobilisés. Dans la province de Tanganyika, 653. À la frontière entre la ville de Kinshasa et le Maïndombe, on a traité 151 clients. Donc au total, ça nous a donné 3188 démobilisés. Avec les 2 premiers mois de l'année 2025, ça nous a amené jusqu'à 4875. Quelques innovations que nous avons amenées dans ce programme. La première innovation, c'est celle de la santé mentale, parce que, comme vous le savez, après avoir expérimenté les conflits armés et après avoir été aussi acteur dans les conflits armés, il est très très important de pouvoir développer les modules de santé mentale qui doivent avoir une approche bidirectionnelle. À côté de ça, on a maintenant le volet de la formation professionnelle. Le coordonnateur du PDD-RCS a par ailleurs indiqué que presque 1000 armes certifiées ont été récupérées et stockées dans les locaux des FARDC, à côté de 5000 munitions, 40 explosifs et plusieurs autres effets militaires également récupérés. Dans son adresse, le ministre de la Communication et Médias a insisté sur la vulgarisation de la stratégie nationale de désarmement et démobilisation. Répondant à une question sur son périple à l'étranger, dans le cadre de la vulgarisation des accords récemment signés par l'RDC, Patrick Mouyaya Kateboué a salué la grande mobilisation de la diaspora qui s'est montrée réceptive. Il a invité tous les Congolais à lire cet accord afin de ne pas tomber dans les pièges de la désinformation. Le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous, nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Au cours de ces mêmes briefings presse, les journalistes n'ont pas manqué de revenir sur la question autour de la Constitution. En toute sagesse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Kateboué, a indiqué que cette question ne peut être évoquée étant qu'elle n'a pas été abordée de manière officielle au sein du gouvernement. Il a noté cependant qu'il s'agit d'un débat démocratique dans lequel chacun peut exprimer librement son opinion.
20 cas actifs de méningite déclarés au Congo central et les équipes du ministère de la Santé publique sont déjà à pied d'œuvre pour évaluer comment cette maladie se propage. Pendant ce temps, il est demandé à la population de Kinshasa de prendre des mesures pour éviter le choléra, nous dit Robert Ndaye à travers ces images. Ce lundi 9 mars 2026, le ministère de la Santé publique a consacré à la réunion hebdomadaire de ce lundi à l'évaluation de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. L'évolution de la Mpox, de la méningite au Congo central, du choléra et de la rougeole a été passée au peigne fin. En ce qui concerne la flambée de la méningite au Congo central, précisément dans la zone de santé de Mangimbo, les équipes d'intervention rapide, en collaboration avec les partenaires, sont déployées sur le terrain. Pour ce qui est du choléra, environ 1200 cas ont été notifiés. Les zones de santé de Kinshasa, situées le long du fleuve, demeurent les plus touchées. L'opération Fleuve sans choléra, menée avec les partenaires de la santé, se poursuit normalement. S'agissant de la situation de méningite au Congo central à Mangimbo, il nous a été partagé que les équipes d'intervention rapide de niveau central avec MSF sont descendues déjà au Congo central. Ils sont en voie d'aller jusqu'à l'épicentre pour essayer d'appuyer, péter main forte aux équipes provinciales et locales. Et nous avons déjà au jour d'aujourd'hui une vingtaine de cas actifs qui ont été identifiés, ce sont des cas suspects. Et les derniers échantillons qui sont arrivés, 6 échantillons qui sont arrivés à l'INRB, c'était des échantillons négatifs, mais d'autres échantillons continuent à venir. Nous allons essayer de nous approcher pour voir la situation de près et comprendre un peu cette flambée, comment elle s'est présentée. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, réaffirme son engagement à renforcer la surveillance épidémiologique et la réponse aux urgences sanitaires. Reçu pour la 3e fois successive par le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tambwe Pochi, la délégation de la communauté Teke a publiquement salué l'évolution de la mission de pacification dans le Grand Bandundu, touché depuis 2022 par de violences de la milice Mobondo. Ce chef traditionnel, les notables Teke, remercie en premier le chef de l'État pour les efforts consentis. Reportage Serge Mata. L'évolution de la situation sécuritaire et la promotion de la paix dans le Grand Bandundu, les sujets étaient au cœur de cette rencontre au cours de laquelle le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etambouis, a brièvement expliqué à ses hôtes les stratégies mises en place pour le retour de la paix dans l'espace Grand Bandundu et les Etambouis les a conviés par la suite à faire pleinement confiance au gouvernement de la République dans ses efforts pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Lors de leurs échanges, les chefs traditionnels et notables Teki ont rassuré les ministres délégués à la Défense nationale chargés des anciens combattants de leur accompagnement pour la réussite de sa mission lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sorti de l'audience, les raccordés, très convaincus, la délégation des chefs traditionnels et notables Teki a mis en garde tous les tirets de ficelle autour du conflit entre les Teki et les Yaka. Les ministres délégués à la Défense nationale chargés des anciens combattants et les Etambouis et ses hôtes ont tous réaffirmé leur détermination à œuvrer pour le retour de la paix durable dans cette partie du pays. Une probable prochaine descente des ministres délégués à la Défense nationale dans l'espace Grand Bandundu est envisagée dans les prochains jours. Dans ce journal, parcourons rapidement cette dépêche venant de la primature pour vous dire que la première ministre Judith Suminwa Tuluka participe aux États-Unis à la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes. Prenant la parole, la chef du gouvernement de la RDC a alerté sur les violences, déplacements et crises humanitaires subies par femmes et filles dans l'Est de la République démocratique du Congo dans un contexte d'agression attribuée au Rwanda et au groupe M23. Elle a aussi rappelé les avancées nationales sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentation féminine passée de 21% en 2021 et 33% en 2024, révision du Code de la famille en 2016, supprimant l'autorisation maritale et fixant l'âge du mariage à 18 ans.
Parlons cette fois-ci de la tenue du panel de haut niveau en prélude de la campagne contre l'esclavage sexuel et pour la protection des enfants nés du viol dans les conflits armés en RDC, et ce dans le but d'éclairer la lanterne d'une urgence souvent ignorée à ce sujet. L'initiative est donc du ministère du Genre en collaboration, allais-je dire, avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Un reportage signé Mamita Bangoulou. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 877 cas de violations sexuelles ont été documentés à 2025, affectant 1534 victimes, en majorité des femmes et des filles. L'Est du pays reste l'épicentre de cette tragédie, notamment la province du Nord Kivu qui concentre près de 80% des victimes. Ce qui caractérise en général la situation de l'esclavage sexuel, c'est que les victimes sont menacées si elles osent parler. Et lorsqu'elles réussissent à s'échapper, elles sont rejetées par la société. Donc il y a un climat inacceptable de silence qui entoure ce phénomène-là. Les rapports mettent également en lumière des crimes particulièrement graves, notamment l'esclavage sexuel. Des femmes et des filles sont maintenues en captivité pendant de longues périodes, soumises à des viols répétés et à des grossesses forcées. Le gouvernement a déjà mis la loi sur la traite des personnes depuis 2022. Et cette loi condamne jusqu'à 20 ans de prison les bourreaux. C'est-à-dire nous travaillons dans la lutte, dans la traite des personnes sur tout ce qui est prévention, tout ce qui est protection des victimes, tout ce qui est poursuite, arrestation, condamnation des bourreaux et dans les partenariats avec les différents partenaires qui sont là. Si environ 70% de victimes reçoivent des soins médicaux d'urgence, moins de 2% bénéficient d'une prise en charge complète, incluant un accompagnement juridique, psychologique et social. Dans ces territoires éprouvés par la violence, les viols collectifs, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et les grossesses imposées ne sont pas de simples actes de barbarie. La femme, pilier de la vie et gardienne de l'espérance, y est trop souvent la première cible. Son corps devient alors le champ de bataille, des conflits qui ne devraient jamais exister. Mais au-delà de ces souffrances visibles, une autre tragédie se joue dans le silence, celle des enfants nés du viol. Ces enfants innocents qui n'ont choisi ni leur histoire, ni les circonstances de leur naissance grandissent trop souvent dans l'ombre de la stigmatisation, du rejet et de l'oubli. Mettre fin aux violences sexuelles liées au conflit et protéger les enfants nés du viol en République démocratique du Congo. Face à cette situation, les Nations Unies appellent à renforcer la lutte contre l'impunité et garantir une meilleure protection de survivantes. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, elle est religieuse et médecin formée à l'université de Kinshasa. Elle est également cardiologue. C'est la première femme médecin de sa congrégation. Elle s'appelle Anne Essika. Son portrait nous est présenté ici par notre confrère Guy Matondo. Dans les couloirs de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, une silhouette attire l'attention par la simplicité et la force qu'elle dégage. Sous la blouse blanche de médecin, on distingue le pagne religieux soigneusement porté et à la poitrine la croisette qui rappelle le sens profond de sa mission. Elle s'appelle Anne Essika. Chez cette religieuse, la science et la foi marchent ensemble. Religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de l'archidiocèse de Kinshasa, elle est médecin formée à l'université de Kinshasa avant de poursuivre une spécialisation en cardiologie en France. Une trajectoire exceptionnelle guidée par un double appel, servir Dieu et sauver des vies. Première religieuse médecin de sa congrégation, elle incarne une génération de femmes consacrées qui élargissent le champ de la mission pastorale en l'inscrivant aussi dans la guérison du corps. Pour la sœur Anne Essika, soigner n'est pas seulement un acte médical,
C'est un acte d'amour. Elle a choisi la cardiologie pour répondre à un besoin. Au centre hospitalier Liziba, à Kingabwa, tout le matin après la messe, j'avais une dizaine de personnes qui venaient soit se faire prélever la tension, soit présenter quelques plaintes. Alors j'avais remarqué qu'il y avait d'abord beaucoup d'ignorance dans la population concernant la prévention et puis même la prise en charge de beaucoup de pathologies. Il y en a qui sont hypertendus, ils prennent le médicament. Quand la tension se normalise, ils arrêtent les médicaments. Or, il ne faut pas arrêter. Alors j'ai senti qu'il y avait besoin de formation et d'information dans la population. Elle exhorte les jeunes filles au courage et à se décomplexer. Je répète toujours aux filles, les garçons ne sont pas plus intelligents que les femmes. Non, non. Même quand vous étudiez la différence entre l'homme et la femme, il y a des différences au niveau anatomique, hormonal, et puis des organes reproducteurs. Mais du côté quotient intellectuel, sur les plans cognitifs, il n'y a pas vraiment de différence entre l'homme et la femme. Donc la plupart des femmes, nous avons tendance à baisser les bras. Nous nous décourageons facilement. C'est comme ça que pour poursuivre les études, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de sacrifices. Donc à toutes les jeunes filles, je dis courage, réveillons-nous, réveillons-nous. Et si nous prenons conscience que nous pouvons faire ce qui est à notre portée, nous allons réaliser des merveilles dans ces pays. Il n'y a rien de hasard dans le choix de sa spécialité, la cardiologie. Religieuse, elle a offert son cœur à Dieu. Cardiologue, elle consacre sa vie à prendre soin des cœurs des autres. Entre spiritualité et médecine, le cœur devient un pont, un langage commun, une vocation au sens le plus profond. Son pagne religieux et sa blouse blanche ne s'opposent pas. Ils se complètent. L'un rappelle la consécration, l'autre la compétence. La croisette sur la poitrine et le stéthoscope autour du cou racontent la même histoire, celle d'une femme qui soigne avec ses mains, sa foi et son intelligence. En ce mois dédié à la femme, le parcours de la sœur Essika rappelle que la vocation peut prendre plusieurs visages, mais qu'elle naît toujours du même élan, aimer et servir la vie. Dans ces reportages, dans ces journaux, allais-je dire, parlons également d'une autre femme qui a été diagnostiquée d'un cancer rare en 2022 de Muni, un concours heureux. La mise sur la voie de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Magindaya, c'est comme ça qu'elle s'appelle, guérie du cancer du palais, elle témoigne de précision avec Luzen Sakala. Alors qu'elle n'avait plus espoir après le diagnostic de son cancer en 2022, Madame Magindaya doit aujourd'hui sa vie à l'assistance médicale de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. J'ai été diagnostiquée de cancer du palais de la bouche. On m'a dit que je vais vivre seulement 6 mois. Arrivée ici, par le canal de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, j'ai été totalement prise en charge, donc charge totale. Je ne savais pas qu'il y avait une telle dame, mais si je vis aujourd'hui, par rapport au diagnostic que moi-même, en tant qu'infirmière spécialiste en oncologie, j'ai étudié cela, je connais les pronostics, je connais ce qui s'est passé dans mon corps. Je pouvais déjà être enterrée. Parce que même les médecins, les grands professeurs, ils ont dit que par rapport au plateau technique de chez nous ici, ils ne pouvaient pas me prendre en charge. Pour confirmer les diagnostics, ça a été confirmé. Les médecins sont entrés en réunion pour décider d'une opération, une opération très critique et très coûteuse. Par moi-même, je ne pouvais pas payer cela. Même ma famille ne pouvait jamais s'en sortir. Mais mon mari, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, une dame
de bon cœur que Dieu a mis sur ma route pour que je me retrouve en vie aujourd'hui. Elle a tout payé par le canal de sa fondation. Une vie sauvée après cet épisode épouvantable. Aujourd'hui, c'est la première infirmière spécialisée en oncologie. En tant qu'oncologue infirmière, en train de soigner, ils se sentent vraiment guéris. Avant même qu'on commence les traitements, elle me dit, cette maman nous perfuse la chimio, elle était elle-même diagnostiquée de cancer, elle est vivante aujourd'hui, elle continue à traiter les patients de cancer. Nous aussi, nous allons guérir. Je remercie tout le monde, spécialement Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je suis en vie, je peux encore voir mes enfants, je peux encore voir mon mari, je peux continuer à travailler. Maman, que Dieu vous récompense au centuple. Magindaya porte la voix d'autres anonymes bénéficiaires d'assistance médicale de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, aujourd'hui Fondation Lona, car beaucoup de vies sont sauvées en silence. Un témoignage poignant, nous disons également merci à la première dame. Poursuivons avec le 8 mars célébré avec faste en province, comme à Kinshasa. Plusieurs activités ont eu lieu dans le Nord Kivu, le Haut-Katanga, le Haut-Uele et à Kinshasa, suivant le détail dans ce registre. Elles sont sorties des 11 quartiers de la ville d'Issiro et rejointes par des délégations venues de tous les 6 territoires pour se masser dans cette somptueuse cathédrale Maranatha, incapable de les contenir toutes. Ces femmes du Haut-Uele, estimées à plus de 15 000, ont assisté à la célébration de la journée du 8 mars et l'heure dédiée le dimanche 8 mars 2026 sur invitation du gouverneur Jean Bakomi Togambou dans une ambiance jamais vécue. Place la barre très haut dans le cadre de l'autonomisation des femmes. 4 projets soumis par les femmes de Wamba, Ouacha, Dungu et Issiro sont financés par une bagatelle de plus de $100 000 et les chèques sont remis séance tenante. En plus, toutes les 6 femmes chefs de bureau déjà dans les territoires ont reçu des motos pour leur mobilité. C'est l'église adventiste Mandrandele de Beni en commune Moulekera qui a accueilli l'essentiel des manifestations relatives à la Journée internationale des droits de la femme. Ici, un culte d'action de grâce a été au rendez-vous. C'était un moment de prière, louange, adoration, une manière de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et de l'implorer pour la restauration de la paix durable dans la région. Au nom de toutes les femmes du Nord Kivu, la chef de division provinciale du genre ad intérim, Madame Sabouni Ruth, a promis d'accompagner les efforts du gouvernement provincial dans la recherche de la paix et dans les initiatives de développement. De son côté, le directeur de cabinet du gouverneur de province, David Kamoua, a exprimé l'engagement renouvelé du gouvernement Swamokakule Evariste à plus de représentativité des femmes dans son cabinet. Le vice-gouverneur de la province du Kwilu, le professeur Espoir Massamanki, a communié le dimanche 8 mars 2026 avec les mamans et les jeunes filles du territoire de Boulungum qui se sont sentis honorés par le numéro 2 de l'exécutif provincial de la province du Kwilu. Des pagnes ont été distribuées à toutes ces mamans à l'issue de la formation de 2 jours sur l'entrepreneuriat et l'intelligence financière. La prière eucharistique dite à la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima a accompagné cette manifestation du 8 mars, avant la remise des brevets aux mamans qui ont participé à la formation. Autant aussi Lubumbashi n'a pas échappé à la règle avec une célébration grandeur nature de la journée du 8 mars. Disons-le, cet appel à l'action qui porte la signature de la vision Fachi rénovée. Kalimboui, numéro 1 de ce mouvement politique, a réuni les associations et organisations féminines okatangaises, les femmes fachistes ainsi que les mamans visionnaires, afin de réfléchir autour du thème national et par ricochet faire de cette commémoration un moment fort d'unité, de solidarité et d'engagement envers des droits garantis et l'autonomisation durable des femmes et des filles en RDC. Acquis un véritable prince dans son fief électoral de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalimi, l'honorable Mateka Moufouan Simplice a été reçu en grande pompe par la population locale, venue nombreuse lui réserver un accueil chaleureux. L'objectif principal de sa descente à Kabimba était de tenir une promesse faite à la population
électrifier l'hôpital de Kabimba qui était plongé dans l'obscurité depuis plusieurs années. Pour concrétiser cet engagement, l'honorable a apporté avec lui plusieurs matériels et équipements électriques destinés à améliorer le fonctionnement de cet établissement sanitaire. Le médecin directeur de cet hôpital n'a pas caché un dimanche spécial pour les femmes de l'église La Bonne Sémence où elles étaient sensibilisées sur leur autonomisation. Dans sa prédication, tirée du livre de Nombre 27, premier chapitre au 7e chapitre, Colette Lukamata a fait savoir à l'assistance que même Dieu avait donné raison aux filles qui voulaient accéder à l'héritage de leur père. Donc, la femme est aussi capable de tout faire. D'après Colette Lukamata, même le Seigneur avait révolutionné la femme. Voilà pourquoi, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le champion de la masculinité positive. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2026. Personnel féminin de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa, ISTEM Kinshasa, a effectué une visite guidée au Musée national le samedi 7 mars 2026. C'était un prélude de cette célébration. Pour le secrétaire général administratif de l'ISTEM Kinshasa, Nelly Lukolongo Bouyana, cette activité a pour objectif d'offrir au personnel féminin de cet établissement d'enseignement supérieur la possibilité de s'imprégner de l'identité et de la culture congolaise. Les femmes vendeuses de la commune de Limete ont reçu une assistance sociale dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce dimanche 8 mars 2026. Dans sa vision axée sur l'assistance humanitaire, l'honorable Yves Bapa s'est rendu à Limete pour célébrer avec faste la journée dédiée aux femmes. Il leur a offert des pannes et des enveloppes financières pour renforcer leur capital. Par ces thèmes, l'honorable Yves Bapa, à travers sa fondation, tient à accompagner les femmes pour leur utilité dans la société. Quittons la rubrique femmes pour évoquer autre chose. De retour à Kananga, après avoir participé aux travaux du Forum national des affaires coutumières, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konkon, annonce avoir arraché le financement de construction du barrage hydroélectrique de Mbombo auprès du FPI et un contrat sera signé avec Anser. Reportage. Après avoir pris part aux travaux du Forum national des affaires coutumières tenu il y a peu à Kinshasa, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, est de retour à Kananga. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-gouverneur de province, Job Kouinda Makandende. Après les honneurs militaires et autres cérémonies d'accueil, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur la portée de ces assises de Kinshasa qui ont fait des autorités coutumières des partenaires stratégiques de l'État dans la gouvernance, la promotion de la paix et le développement. L'occasion pour moi de rendre mes hommages de déférence au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce forum. C'est lui qui a donné des orientations et ces orientations ont été suivies, ce qui a fait que le forum a atterri en douceur et avec des résultats palpables. Les règles ont été définies pour que le pouvoir politique et le pouvoir traditionnel travaillent en symbiose, chacun restant bien entendu sur sa bande. Préoccupé par la mise en œuvre de projets intégrateurs dans sa province, Joseph Moïse annonce avoir arraché les financements de construction du barrage hydroélectrique de Mbombo auprès du Fonds des promotions et de l'industrie, FPI. J'ai été avec le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Il faut retenir que c'est le Fonds de promotion de l'industrie qui a disponibilisé cet argent. Donc ce n'est pas l'argent à attendre du bailleur qui va venir, c'est notre argent qui est là. Donc nous avons des liquidités pour Mbombo. Il reste à signer le contrat avec Anser. Occasion pour l'autorité provinciale d'inviter ses administrés à s'aligner derrière sa vision, celle de faire du Kasaï central une province d'excellence qui privilégie l'unité et la cohésion sociale. Du Kasaï central au Kasaï oriental, il n'y a qu'un pas. La route Benadilenga jusqu'à Benamukendi, 3 poteaux de la SNEL, les Petchilundu central et de maisons d'habitation à Boya, dans les territoires de Miabi, sont menacés par 4 gros ravins et la population crie au secours. Reportage. 4 gigantesques ravins menacent dangereusement de couper la route Mbujimayi-Boya à 2 endroits sur l'axe Benadilenga à Benamukendi, de faire tomber 3 poteaux de la SNEL et détruire les bâtiments de l'épée Chilundu central. Informé, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouakapo a délégué le vice-gouverneur Augustin Kayimba Moulemena pour s'enquérir de la situation. Accompagné du ministre provincial des ITPR,
des DP de l'Office des routes, de celui de l'OVDA, de l'administrateur de territoire de Miabi, de la société civile et de la SACIM, le vice-gouverneur n'a laissé rien échapper à sa mission. Le DP de l'Office des routes, Marcus Okitachocha, rassure l'autorité provinciale qu'il y a moyen de sauver cette partie de la province du Kasaï oriental moyennant des fonds importants. Les travaux sont de maçonnerie. Dans un premier temps, les travaux de maçonnerie nécessitent les matériaux, les moyens financiers d'abord, les matériaux, les hommes et l'expertise. Et à la fin, nous aurons besoin de matériel pour remblayer et colmater l'érosion. Mais à ce stade, nous sommes habilités et nous sommes prêts, si nous avons des financements, de travailler et d'arrêter la progression de l'érosion. Après avoir évalué les dangers et la perte que va connaître la province, le vice-gouverneur fait une promesse ferme. Le message d'encouragement, c'est que notre retour ici, nous allons nous mettre au travail pour bénéficier le financement enfin de résoudre ces problèmes d'érosion qui tentent de faire disparaître cette cité de Boya. Parlons politique, où le sénateur membre du groupe politique AFDCA se désolidarise de Bahati Lukwebo et lui demande de tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Il réaffirme leur appartenance à l'Union sacrée de la nation et soutient les actions du chef de l'État. Un reportage signé Gaëtan Magalan. Lors de cette conférence de presse, ces sénateurs de l'AFC allié réaffirment leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Ils se désolidarisent de propos tenus récemment par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. Et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Soutien au président Félix Tshisekedi et ses actions, la diplomatie agissante du chef de l'État ici. Salué. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour les succès diplomatiques enregistrés par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix ainsi que les accords de Washington dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. Il salue également les récentes sanctions américaines prises contre les officiers de l'armée rwandaise impliqués dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. C'est ainsi que s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Paulette Lumba. Moi, je vous reviens très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la télévision nationale. Au revoir.